présente aujourd'hui la partie innovation en lien avec la commande publique, puisque c'est un sujet qui a quand même beaucoup évolué sur ces dernières années. Donc, très rapidement, on n'y coupera pas savoir quelle est la définition juridique de l'innovation. Donc, il y a bien une définition de l'innovation qui apparaît dans le code de la commande publique, hein, que j'ai remis sur la slide, à l'article L 2172-3 du code de la commande publique. Donc, je la lis rapidement, sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise. Alors, le code de la commande publique a au moins le mérite de présenter une définition de l'innovation. Par contre, comme vous pouvez le constater, elle est quand même extrêmement large. Il y a du conditionnel puisque ça peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés. Hem, c'est quand même sujet à interprétation et c'est pas forcément une définition hyper bien encadrée, hyper précise. Ce qui peut susciter des interrogations et d'ailleurs ce qui a suscité des interrogations et c'est ce sur quoi nous allons insister un peu plus lourdement après. Aujourd'hui, quelles sont les principales catégories d'innovation? Donc il y en a essentiellement 4. Une innovation de produit, donc pour faire simple, c'est en fait, le fait d'avoir un nouveau service ou un service ou une fourniture qui est assez sensiblement améliorée par rapport à l'existant. Une innovation de procédé où donc là, c'est une nouvelle méthode de production ou de distribution. Une innovation dans la commercialisation, donc bah, là, comme son nom l'indique, c'est dans la conception et dans la commercialisation ou le conditionnement d'un produit ou d'un service. Et une innovation d'organisation, où donc là, c'est dans le mode opératoire, l'organisation d'une méthode ou, ou d'une différente pratique. Donc on voit que l'innovation peut se matérialiser finalement de plein de manières différentes et dépasse assez largement finalement l'image que tout le monde a, comme quoi l'innovation est forcément synonyme de nouvelles technologies. Donc l'innovation permet d'aller quand même au-delà et d'avoir un concept assez large. Alors, rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, l'innovation est déjà présente dans le code de la commande publique à plusieurs niveaux. Donc on va les balayer très rapidement. On a bien évidemment le sourcing en introduction, qui est l'étape de rencontre, on va dire, avec les différents opérateurs et qui est déjà un premier temps, et qui est loin d'être négligeable d'ailleurs, un premier temps pour capter l'innovation au sein des différentes entreprises et vérifier qu'on passe pas à côté finalement de quelque chose de vraiment innovant proposé par les opérateurs économiques. Donc ça, c'est vraiment une phase qui est extrêmement importante et qui privilégie très largement l'innovation, sur lequel je vous encourage vivement à creuser pour chercher de l'innovation. Deuxième étape, sachant que pour moi, là, clairement, la première et la deuxième étape sont les étapes les plus prégnantes pour faire de l'innovation, le cahier des charges fonctionnel. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais rapidement, un cahier des charges fonctionnel, c'est un cahier des charges où on ne définit pas trop précisément le besoin à satisfaire. On fixe juste des objectifs à atteindre de manière plus ou moins précise, mais sans brider finalement l'esprit des candidats. Et au regard de ces objectifs, chaque candidat peut proposer une ou plusieurs méthodes, pourquoi pas innovantes, pour permettre d'atteindre cet objectif. Après, plus classiquement, on a bien évidemment les variantes et la négociation qui permettent d'échanger avec les opérateurs économiques dans le cadre de la négociation et donc de susciter quelque part de l'innovation. Et les variantes, là aussi, de laisser libre cours selon les spécificités, les exigences minimales qu'on a mentionnées dans le cahier des charges, mais les variantes peuvent permettre de favoriser ou en tout cas de susciter l'innovation chez les entreprises. Autre cas, on a la procédure avec négociation et le dialogue compétitif. Donc, comme vous le savez, ce sont des procédures formalisées au même titre que l'appel d'offres. Par contre, pour recourir à ces procédures-là, donc il y a 6 cas de figure possibles et dont l'un de ces 6 cas, a trait à l'innovation. Donc quand on a besoin de faire un achat innovant, c'est un des motifs pour pouvoir utiliser une procédure avec négociation ou un dialogue compétitif. Quand bien même dans la vraie vie aujourd'hui, c'est pas forcément ce cas de lié à l'innovation qui permet le plus souvent de recourir à ce type de procédure. Et enfin, on a bien évidemment le partenariat de l'innovation, hein, qui est apparu il y a quelques années, hein, transposé de la directive européenne, qui était finalement le fer de lance de l'innovation dans le code de la commande publique. Donc très rapidement, hein, c'est un marché unique. On a à la fois une partie recherche et développement, et si cette dernière aboutit, on peut contractualiser avec le ou les candidats pour enclencher une phase plus opérationnelle à l'issue de cette phase de recherche et développement.
Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que le partenariat d'innovation, en tout cas en France, a beaucoup de mal à décoller pour tout un tas de raisons. Très souvent parce qu'on considère que c'est une procédure à juste titre qui est quand même relativement longue, puisqu'on a une phase de recherche et développement donc, qui est déjà un temps nécessaire pour pouvoir phosphorer et innover. Et après, un temps d'industrialisation à plus ou moins grande échelle. Donc ça aussi, ça prend du temps. Et très souvent, ce sont des gros acheteurs qui se sont lancés dans le partenariat d'innovation. Et donc la procédure n'a pas eu le succès, on va dire, escompté au départ. Aujourd'hui, par rapport à la slide précédente, on voit qu'il y a un constat d'échec dans la prise en compte de l'innovation dans la commande publique. Donc, deux constats. Le premier, c'est que c'est essentiellement des PME, les startups, qui sont les acteurs de l'innovation. Alors, bien évidemment, les grands groupes le font aussi, mais très souvent, quand on pense innovation, on pense plutôt PME et startups. Et donc, c'est elles qui impulsent l'innovation au quotidien. Et très clairement, le mode de fonctionnement et les contraintes réglementaires inhérentes au code de la commande publique ne matchent pas avec le mode de fonctionnement très souple et très réactif des TPE-PME et donc ce qui recouvre d'ailleurs le sujet de l'accès des TPE-PME à la commande publique. Mais donc c'est cette inadéquation entre réactivité des TPE-PME et lourdeur, on va dire entre guillemets réglementaire issue du code de la commande publique font que l'innovation a du mal à décoller. Et comme je disais tout à l'heure, l'autre élément, c'est que malgré tous les outils qu'on a vus à côté, malgré ça, l'innovation peine vraiment à décoller et les marchés attribués aux entreprises innovantes, la part des marchés reste extrêmement faible aujourd'hui. Donc, face à ce constat, finalement, ce qui a été, pour essayer de remédier à cette situation, le Minefi a proposé, ce qui est une spécificité franco-française, de tenter une expérimentation avec le fameux décret achat innovant de fin 2018, qu'on a appelé communément le décret de Noël, qui permettait du coup de pouvoir conclure des achats innovants sans publicité ni mise en concurrence jusqu'à 100 000 euros hors taxe. Donc cette expérimentation devait durer 3 ans et l'autre contrainte, c'est qu'on devait déclarer ces achats innovants auprès de l'Observatoire économique de la commande publique pour que, à l'issue des 3 ans, une expérimentation puisse être faite et voir ensuite quelle suite serait donnée à ce dispositif. Donc très clairement, l'objectif, c'était de pouvoir permettre de conclure simplement et rapidement des marchés innovants pour contourner finalement le constat d'échec qu'on a évoqué précédemment. Les 3 ans d'expérimentation sont maintenant terminés. On s'aperçoit finalement que le succès, entre guillemets, est mitigé de cette expérimentation, puisqu'il y a environ 230 marchés qui ont été signalés, enfin qui sont remontés via l'Observatoire économique de la commande publique. Donc, sachant que c'était beaucoup des marchés de l'État ou des collectivités locales, essentiellement des départements et des intercommunalités. Et les marchés innovants étaient très souvent dans le domaine des fournitures et des services. Et très souvent, et ça vient encore malgré tout, à mon grand désespoir, heu, rappeler que l'innovation est assimilée à l'informatique parce que très souvent, sur les 231 marchés, il y avait beaucoup de marchés d'informatique. Alors que moi, je milite vraiment contre cette image d'association systématique d'innovation aux nouvelles technologies. Plusieurs causes avancées pour expliquer ce semi-échec, on va dire. Donc, tout d'abord, bon, il y a un temps d'acculturation et de découverte du dispositif. Après, bien évidemment, la pandémie Covid n'a clairement pas facilité l'appropriation puisqu'on était tous occupés à faire autre chose pendant le confinement plutôt que forcément à se positionner sur de l'achat innovant. Et après, l'autre gros écueil ou l'autre grosse source de l'échec, c'est la crainte juridique par rapport à la caractérisation de l'innovation. Parce que pour beaucoup d'acheteurs, conclure un marché sans mise en concurrence jusqu'à 100 000 euros hors taxe, alors que le seuil est aujourd'hui de 40 000, ça peut susciter des appréhensions, de craintes de contentieux administratifs, voire pénal, par rapport à un délit de favoritisme. Et donc, cette crainte juridique a pu susciter aussi une certaine frilosité et donc un échec, on va dire, de cette expérimentation. Malgré tout, le Minefi a consacré le dispositif et a intégré ce cas de figure parmi les cas de marché sans publicité ni mise en concurrence. Et donc aujourd'hui, la possibilité de conclure des achats innovants taxe fait bien partie du code de la commande publique à l'article R 2122-9.1 du code de la commande publique. Donc l'expérimentation n'en est plus une et vous avez la possibilité de conclure jusqu'à 100 000 euros hors taxe des achats innovants sans publicité ni mise en concurrence.
caractérisation de l'innovation, comme je vous l'expliquais, a été présentée comme l'une des explications du faible nombre de contrats innovants. Donc, on l'a vu sur les premières slides, la définition de l'innovation est extrêmement large, sujette à interprétation et donc pas forcément hyper facile à manœuvrer. Donc, afin de faciliter le travail de qualification de l'innovation, qui est clairement le nerf de la guerre, la direction des affaires juridiques et l'OECP ont publié un guide pratique de l'achat public innovant que vous trouvez facilement sur Google pour ceux qui ne le connaissent pas. L'intérêt de ce guide, c'est qu'en plus, indépendamment du fait d'avoir été établi par l'ADAGE et l'OECP, il a rassemblé plusieurs acteurs, plusieurs acheteurs de l'État, de collectivités locales, des représentants du monde économique, où tout le monde s'est mis autour de la table et a essayé de trouver des pistes pour permettre la caractérisation de l'innovation. Et donc, le constat qui a été fait, c'est que finalement, quand bien même on a une définition qui a le mérite d'exister, mais avec les limites qu'on a évoquées tout à l'heure, le plus simple pour caractériser l'innovation, c'est avoir un faisceau d'indices sur lequel on peut s'appuyer. Donc, ce faisceau d'indices, vous l'avez sur l'écran. Donc, on voit finalement que c'est une sorte de listing de questions à se poser pour permettre de caractériser ou pas l'innovation. Ce sont des outils d'aide à la caractérisation de l'innovation. Alors comme vous pouvez le constater, les questions sont quand même assez simples finalement d'appropriation. Donc on a des questions sur, une rubrique en haut à gauche sur l'existence de la solution. Donc est-ce qu'elle existe sur le marché? Si oui, depuis combien de temps? Est-ce qu'elle est répandue dans le secteur privé, dans le secteur public? Est-ce que c'est un nouvel usage? Est-ce qu'il faut partiellement adapter les solutions existantes? Est-ce qu'il y a une part de recherche et développement? On a une rubrique 2, objectifs poursuivis. Quel est l'objectif de cette innovation potentielle? L'amélioration de la qualité du service, le rapport qualité-coût, les impacts environnementaux, sociaux. En bas à droite, le type d'innovation et l'avancement opérationnel. Donc, est-ce que c'est une innovation de rupture? Est-ce que c'est une innovation incrémentale? Une innovation de commercialisation, d'industrialisation, enfin tous les cas d'innovation qu'on a vus dans une slide précédente. Et vous avez ensuite la rubrique 4 en bas à gauche, qui est plutôt une rubrique information, fourre-tout si je puis dire, où finalement c'est est-ce que l'opérateur économique qui vous propose un service qui est susceptible d'être innovant gravite quelque part dans un écosystème propice à l'innovation. Donc, est-ce qu'il a déposé un brevet? Est-ce qu'il fait partie d'un système d'innovation, un cluster, un incubateur ou autre? Est-ce qu'il est adhérent, par exemple, à certaines associations type French Tech? Est-ce que l'entreprise est de création récente? Donc voilà. Donc tout ça, c'est un outil d'aide à la caractérisation de l'innovation. Il n'y a pas d'objectif de bonne réponse à avoir. Vous n'êtes pas obligé de cocher plus de 50 de oui pour pouvoir caractériser l'innovation. C'est juste un outil d'aide à la décision. Il n'y a pas d'élément plus prépondérant que l'autre. Le seul point, c'est que la partie 4 en bas à gauche, là, sur on va dire l'écosystème de l'entreprise, c'est en surplus. Ça, vous ne pouvez pas vous focaliser que sur cet aspect-là pour caractériser l'innovation. Il faut plutôt que vous vous caractérisiez sur les 3 premiers items qui, eux, sont vraiment là pour vous aider à caractériser l'innovation. Et le quatrième, c'est quelque part la cerise sur le gâteau, si je puis dire, pour venir asseoir la qualification de l'innovation. Donc, comme vous pouvez le voir, finalement, la caractérisation de l'innovation peut s'apprécier de manière extrêmement large. Et j'insiste bien là-dessus encore une fois, il n'y a pas forcément de lien nécessaire et systématique avec les nouvelles technologies. Donc avec ces éléments-là, vous avez normalement tout pour vous permettre de vous poser les bonnes questions afin de voir si l'opérateur économique en face de vous propose un achat que vous pouvez qualifier ou pas d'innovant. Aujourd'hui, il n'y a pas de, comment dire? Il y a pas de jurisprudence sur le sujet, donc à ma connaissance en tout cas. Donc la prise de risque existe toujours malgré l'existence de ce faisceau d'indices, mais il y a toujours une prise de risque sur la caractérisation à prendre, mais avec ce faisceau d'indices et si vous faites l'exercice à chaque fois de vérifier que vous cochez les cases sur telle ou telle question, ça vous permet de garantir une traçabilité et de démontrer en cas d'éventuelle contestation que vous vous êtes bien posé les bonnes questions et que du coup, vous n'avez pas détourné la procédure. Pour illustrer mon propos, moi aujourd'hui, au niveau de Bordeaux Métropole et de Ville de Bordeaux, on va dépasser notre 30e achat innovant depuis le début. On n'a jamais eu aucune difficulté sur le sujet. On a toujours pris le soin de bien à chaque fois le faisceau d'indices et de vérifier qu'on pouvait ou pas caractériser l'innovation. Donc dans l'immense majorité des cas, on a considéré que l'innovation était présente. C'est arrivé que quelquefois, on considérait que toutes les cases n'étaient pas forcément suffisamment cochées pour pouvoir caractériser l'innovation, mais dans l'immense majorité des cas, on a considéré que l'innovation était présente.
Alors, le plus simple maintenant, c'est de vous présenter quand même des exemples concrets qui sont peut-être plus parlants. Alors, je vais commencer par un exemple qui est cité d'ailleurs dans le guide de l'achat innovant, un exemple de la ville de Paris pour le recrutement d'animateurs vacataires. Donc, au lieu de passer sur le traditionnel CV et lettre de motivation, la ville de Paris a changé son approche, on va dire, en matière de recrutement. Donc, elle est partie sur un système de jeu basé sur les neurosciences pour pouvoir identifier le potentiel des candidats sur ces postes d'animateurs. La ville de Paris a considéré que c'était un achat innovant pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'une part, ça permettait de répondre de manière plus performante au processus de recrutement, puisque ça permettait de mieux appréhender le tempérament et le caractère des personnes par rapport à leurs futures responsabilités plutôt qu'un CV, une lettre de motivation. Innovant aussi parce que ça aurait un gros impact organisationnel si c'était pérennisé et donc dans le process de recrutement RH, ça aurait un impact assez significatif dans le fonctionnement RH au quotidien. Une solution qui était peu répandue dans le secteur privé à l'époque et encore moins répandue dans le secteur public. Et une solution, donc c'est finalement la cerise sur le gâteau si je reprends mon expression de tout à l'heure, une solution qui avait remporté plusieurs prix et qui avait été développée par une start-up au sein d'un incubateur. Donc comme vous le voyez, aucun lien avec les nouvelles technologies et sur quelque chose qui est finalement assez simple, a pu être caractérisé d'achat innovant. Je vous donne d'autres exemples que je connais mieux, des exemples d'achats innovants que l'on a fait sur Bordeaux. Donc un relevé de bâtiment par drone. Alors le relevé de bâtiment par drone, en soi, il n'y a absolument aucune innovation. Donc finalement, on a considéré qu'il y avait de l'innovation pour trois raisons. La première, c'est qu'on avait des lasers qui avaient un niveau de performance beaucoup plus fin au moment où on l'a lancé que la moyenne des autres lasers. Et surtout, c'était surtout une innovation sociale parce que l'entreprise, en fait, pour piloter ces drones, recrutait des anciens pilotes de chasse et des anciens militaires traumatisés du combat. Et donc, on a considéré que cette posture sociale était une innovation et du coup, on a caractérisé l'innovation, alors essentiellement sur cet aspect innovation sociale. Bien évidemment, le fait que les lasers soient plus performants que les autres était aussi un sujet. Et le troisième item, le fait que cette société soit intégrée dans un écosystème de l'innovation, en l'occurrence dans un aérocampus dans la banlieue bordelaise. Donc, pour toute cette raison-là, on a considéré que l'achat était innovant. Donc, je vous donne encore quelques exemples pour pouvoir illustrer le principe de l'innovation et comme quoi c'est quelque chose finalement d'assez simple. Alors celui-ci, c'est d'ailleurs un de mes exemples préférés, le broyage des déchets végétaux. Donc rien encore une fois là aussi d'exotique sur le sujet. Aujourd'hui, les déchets végétaux très souvent sont amenés par les particuliers dans les déchetteries quand il n'y a pas des dépôts sauvages. Donc aujourd'hui, la solution qui a été proposée pour essayer de diminuer ces éléments-là, c'est de faire venir une entreprise sur sollicitation des particuliers, une entreprise qui vient chez les gens ou qui va sur les plateformes de déchetterie pour les gens amènent leurs déchets végétaux ou l'entreprise se déplace chez eux, fait le broyage des déchets végétaux et les gens repartent avec leur broyat qu'ils peuvent ensuite réutiliser. Donc en soi, là encore, rien de révolutionnaire. Par contre, on a considéré que c'était un achat innovant, d'une part parce qu'aujourd'hui, on peut racheter du broyat, mais c'est une solution qui est payante, tandis que là, c'est une solution un service qu'on propose gratuitement aux habitants de la métropole. Donc c'est une amélioration de la qualité du service via une gestion de proximité par rapport à un traitement industriel un peu plus classique. Donc une innovation de rupture parce que c'est un service qui n'était pas du tout proposé aux habitants qui aujourd'hui se délestaient quelque part de ces déchets végétaux en déchetterie et qui avaient des filières d'élimination en particulière. Et du coup, ça nous permet aussi de valoriser sur place ces déchets végétaux et donc les particuliers peuvent repartir avec. Donc on a considéré que c'était un achat innovant. Cerise sur le gâteau, encore une fois, si je puis dire, là, cette prestation a été faite en plus par une entreprise de l'insertion. Donc ça nous a permis de cocher finalement plein de cases et une case insertion par l'activité économique et une case innovation. Et aujourd'hui, le dispositif a tellement bien marché qu'on considère que c'est plus un achat innovant et que là maintenant, on va lancer un vrai marché d'insertion pour cette nature de prestation après 2 ans d'expérimentation. Deux autres derniers exemples pour lesquels on a considéré qu'on était sur de l'innovation, le recyclage des EPI, donc les équipements de en isolant. Donc aujourd'hui, on a un gros, comme beaucoup d'acheteurs d'ailleurs, un gros volume de vêtements de travail qui, au bout d'un certain temps, part au rebut, très souvent à l'incinération.
Et donc, on a travaillé avec une entreprise dans le sud des Landes pour voir comment on pouvait recycler ces vêtements de travail. Alors, d'une part, pour en faire des vêtements de seconde vie, mais surtout pour défibrer les vêtements, utiliser cette fibre et pour la réutiliser en isolant de toiture. Donc, on a considéré qu'il y avait une part d'innovation parce que d'une part, c'est une amélioration de la qualité d'un service autour de l'économie circulaire. Il y a un meilleur rapport qualité-prix, par rapport aussi à une dans un contexte de pénurie de matières premières. Il y a une part de recherche et développement à hauteur de 25 sur ce sujet-là. C'est une certaine innovation, en tout cas aujourd'hui, dans le domaine de l'économie circulaire et ça nous permet d'avoir une meilleure, maîtrise des impacts environnementaux sur le réemploi et après donc, une entreprise qui a reçu des prix sur ce sujet-là. Donc là, aujourd'hui plusieurs tonnes de vêtements de travail à cette entreprise qui est en train de défibrer et on va pouvoir utiliser cette, réutilisation finalement des vêtements de travail en isolant et qu'on va déployer sur 2023 dans les toitures de certaines de nos écoles. Et enfin, dernier exemple que je peux vous citer, sur la fabrication de masques biosourcés et biodégradables. Donc, c'est l'achat le plus innovant qu'on ait fait nous aujourd'hui, d'ailleurs, pour lequel on a eu la chance de remporter un trophée de la commande publique, au Salon des maires la semaine dernière. Donc en fait, on s'est posé cette question-là à l'époque, de la pandémie, quand tout le monde courait pour s'acheter des masques. Donc on avait acheté, nous, côté Bordeaux Métropole, environ 3 millions de masques. Mais on avait constaté, comme tout le monde, des grosses difficultés d'approvisionnement et surtout quand on a acheté des masques dits chirurgicaux, en polypropylène, soit, les conditions, on va dire, d'élimination sont très mauvaises et quand on les retrouve pas, abandonnés, sur l'espace public ou dans les rues. Donc on a travaillé avec une entreprise qu'on avait sourcée, une entreprise locale bordelaise, pour voir si on n'avait pas la possibilité de concevoir un masque à base de matières premières locales, en l'occurrence, à base des produits issus de la sylviculture. Et donc on a travaillé avec elle là-dessus et elle a réussi, via une grosse phase de recherche et développement, une adaptation profonde d'un produit existant, de pouvoir concevoir et créer finalement un masque chirurgical intégralement constitué de matières, biosourcées et biodégradables locales, fait à base de produits issus de la sylviculture. Et ensuite, on a une entreprise qui les fabrique, qui est basée, à Agen, pas très loin de Bordeaux, et qui est une entreprise qui est issue de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Et donc, grâce à ça, on a réussi à trouver un masque sur un prix compétitif qui est biosourcé et qui est biodégradable, donc qui s'élimine tout seul, dans un certain nombre de situations. Et l'objectif maintenant, c'est de pouvoir industrialiser plus massivement ce processus. Donc voilà très rapidement, ce que je voulais vous présenter sur la partie innovation et surtout vous donner quelques exemples concrets pour bien vous indiquer que l'innovation est quelque chose de assez simple finalement à caractériser quand on se base sur le faisceau d'indices et que c'est quelque chose d'extrêmement souple et d'utilisation. Nous, ça nous a permis de toucher beaucoup d'entreprises pour un premier accès à la commande publique et ces entreprises-là s'en servent ensuite comme argument de vente, si je puis dire, comme outil de prospection commerciale auprès d'autres acheteurs. Et donc, c'est clairement du gagnant-gagnant. Donc, je vous insiste, véritablement à franchir le pas si vous avez des doutes et à creuser ce sujet-là, sachant qu'on a la chance en France d'avoir beaucoup d'entreprises innovantes, notamment, toutes ces entreprises qui gravitent autour de la French Tech, mais pas que, et qui sont vraiment des mines qui peuvent vous apporter beaucoup de choses. Merci à vous tous.